Bonjour, excusez le retard, mais il était important que tout le monde puisse rentrer, enfin le maximum de gens puissent rentrer pour pouvoir vous revoir. Il était une fois dans l'Ouest. D'ailleurs, qui le voit pour la première fois? Alors ça vient, c'est vrai, ça m'en sert tout ça, ça veut dire qu'on sert encore à quelque chose, c'est bien. Donc je vais être bref et je ne vais surtout pas vous raconter l'histoire. C'est une projection qui s'inscrit dans le cadre des 25 western indispensable de l'histoire du cinéma, étant entendu que le western est un genre américain, hollywoodien, et en fait c'est le seul film de la sélection qui n'est pas réalisé par un cinéaste américain, qui n'est pas réalisé à Hollywood, produit par Hollywood, encore que c'est une major américaine qui a financé le film, mais c'est le prototype et la forme achevée peut-être de ce qu'on appelle le western italien, mais c'est bien sûr pas pour ça qu'on l'a pris, on essaie de le prendre parce que c'est une réflexion sur le western américain, hollywoodien. C'est un rêve de western hollywoodien. C'est un commentaire sur le western hollywoodien, donc il était important qu'il figure dans cette sélection. Il est réalisé par Sergio Leone. Sergio Leone, c'est celui qui a fait peut-être les plus beaux westerns made in Cinecittà, donc les plus beaux westerns italiens. Il vient du monde du cinéma, son père était un réalisateur renommé, surtout durant l'époque du muet. Il est assistant réalisateur, c'est un cinéphile fou. Il fréquente ces cinéastes américains hollywoodiens qui font des films en Italie, parce qu'à une certaine époque, c'était moins cher pour certaines super productions américaines de tourner en Italie. Les prix étaient moins chers, les acteurs étaient moins chers, les figurants, les techniciens, etc. Donc on délocalisait des productions. Ben Hur, par exemple, Cléopâtre de Mankiewicz, ou Sodome et Gomorrhe de Robert Aldrich, sont des films américains, hollywoodiens, produits par des compagnies américaines, mais qui ont été tournés en Italie. Il se trouve que Leone est assistant réalisateur sur certains de ces films-là. Donc il côtoie des réalisateurs dont il est des réalisateurs hollywoodiens qu'il aime beaucoup, qu'il admire beaucoup, parce que Leone c'est un cinéphile fou. Et puis c'est quelqu'un qui, en plus, adore le western, est imprégné de culture américaine, qui évidemment arrive après la guerre en Italie, et les années précédentes, les Italiens avaient été un peu sevrés de culture américaine, donc Leone, comme beaucoup de gens de sa génération, se précipite dans la culture américaine, le western, pas seulement, mais le western, qu'on traduisait aussi en bande dessinée. Il y avait beaucoup de bandes dessinées qui étaient des westerns et que Leone dévorait quand il était enfant et adolescent. Il réalise ses premiers films, ses premiers films sont des péplums, voilà. Et il se trouve qu'un des péplums qu'il réalise, en fait, qui est les derniers jours de Pompéi, où il remplace le réalisateur italien dont il était l'assistant, mais le réalisateur tombe malade, donc il prend sa place, et il amène quelques copains, lui, Sergio Corbucci, Lucio Tessari, Enzo Barboni, donc tous ceux qui vont constituer le noyau dur du western. Ils vont tourner en Espagne, parce que les derniers jours de Pompéi étaient tournés en Espagne, et ils se sont dit, on pourrait faire des westerns formidables ici. Et c'est pour ça que une grande partie des westerns italiens a été tournée en Espagne, du côté de l'Almeria. En tout cas, tous les films de Leone ont été tournés en Espagne. Vous connaissez l'histoire, donc je vais être très bref. Il réalise un western qui s'appelle Pour une poignée de dollars, auquel le producteur ne croyait pas, avec un comédien américain qui vient de la télévision et qui donne le premier rôle, un certain Clint Eastwood. Le film, le producteur n'y croit pas, lui, très peu n'y croit pas. Il sort dans une seule salle dans la banlieue de Florence. Et là, de jour en jour, la file des spectateurs s'agrandissait. Le film devient un énorme succès, et il va lancer la mode, et surtout, va lancer la mode du western italien, même si en italien on en tournait déjà un peu avant, mais aucun n'a vu le succès Pour une poignée de dollars. Et ça lance non seulement la mode, mais ça décrit, ça inaugure un certain nombre de motifs, de conventions, d'idées plastiques et aussi psychologiques qui vont caractériser ce qu'on appelle le western italien. Donc, sur la lancée de ce succès, Leone réalise un autre western, et pour quelques dollars de plus, puis un troisième, Le Bon, la Beauté et le Truand. Ce sont des succès, toujours les trois avec Clint Eastwood, ce sont des succès, mais après Le Bon, la Beauté et le Truand, on est en 1966, Leone en a marre, il ne veut plus faire de western, et il dit j'ai fait le tour, je voudrais faire autre chose, et en fait il a un grand projet, c'est un film tiré des mémoires des mémoires plus ou moins, crédibles, d'un gangster juif new-yorkais qui s'appelle Harry Cruz. Et en fait, il prépare déjà, il est une fois en Amérique. Il ne pense qu'à ça, on est en 67, 68, c'est ça qu'il veut faire. Il va voir la Paramount, grand studio hollywoodien, qui lui dit
on te finance ton film, mais avant, fais-nous encore un western. Fais encore un western. Et bon, d'accord. Et donc, c'est Il était une fois dans l'Ouest, ça sera Il était une fois dans l'Ouest. Alors, la phase d'écriture, c'est assez marrant. Un jour, Bernardo Bertolucci, donc il vient de faire Prima della Rivoluzione et je ne sais pas s'il avait encore... Et Partner, il avait tourné Partner aussi, donc cinéaste nouvelle vague, très intellectuel, etc. Se fait un beau jour, un coup de téléphone, Sergio Leone l'appelle. Il lui dit, on t'a vu, j'étais dans une cabine de projection, dans un cinéma de Rome, tu es allé voir Le Bon, la Brute et le Truand. J'étais en cabine avec Dario Argento. Et on a dit, donc qu'est-ce que tu penses de mes films? Pourquoi il dit, j'ai trouvé ça formidable, il n'y a que 2 cinéastes qui savent filmer le cul des chevaux, il y a toi et John Ford. Et là, Leone, il était aux anges, et là, il lui a dit, ok, tu vas écrire mon prochain film. Et donc, avec Dario Argento, ils se mettent à écrire le scénario de ce qui va être Il était une fois dans l'Ouest. Donc Leone, Bertolucci, Argento. Ça va très très vite se transformer en une espèce de duel entre Bertolucci et Leone. Argento sera un peu mis sur la touche. Et en fait, ils vont s'amuser à écrire des situations qui sont des références à des vrais westerns, des westerns hollywoodiens, avec l'idée d'écrire une situation et de voir si l'autre reconnaît le film d'origine. Et donc ils se tendaient des pièges comme ça. Résultat, à l'arrivée, il y a un scénario interminable, 7 heures, qui aurait pu faire un film de 7 heures, avec des scènes, des séquences les unes après les autres, mais le scénario est un peu invertébré en fait. On ne sait pas trop quoi en faire. À ce moment-là, Leone va chercher un autre scénariste, Sergio Donati, un scénariste éprouvé cette fois-ci du cinéma italien. Argento avait écrit des scénarios, Bertolucci c'était pas son truc, et donc Donati va donner une forme à Il était une fois dans l'Ouest, à ce projet qui pour Leone était de faire apparaître dans une histoire les grands archétypes du western américain. Le vengeur, le propriétaire du chemin de fer, la prostituée, le bandit romantique, etc. et le tueur. Voilà. Donc des archétypes à qui il fallait donner une consistance et il fallait imaginer une histoire autour de ces personnages-là. Et en fait, l'histoire de Il était une fois dans l'Ouest, c'est l'histoire de l'arrivée de ce qu'on appelle la civilisation. Encore une fois, c'est un mot qu'on pourrait... c'est une certaine forme de civilisation, celle des Blancs, dans l'Ouest, en fait. C'est le recul de la frontière, qui est en fait la matrice du western. Mais lui va pas se mettre du côté de la civilisation qui va avancer, parce qu'en fait, la civilisation qui avance, c'est le capitalisme. Hein, c'est le chemin de fer, c'est le rôle que va avoir le chemin de fer dans le film, et lui va se mettre du côté des dinosaures, de ceux qui sont dans un autre temps, de ceux qui viennent du passé et qui n'ont plus d'avenir. Et donc ça, vous verrez, vous reconnaîtrez les personnages qui ont cette caractéristique-là, et son idée est de raconter cette histoire-là en faisant un film totalement expérimental pour l'époque. Avec des séquences qui durent beaucoup plus longtemps qu'elles devraient durer, je veux dire, dans une fiction normale, parce que le sujet d'Il était une fois dans l'Ouest, en dehors du fait que c'est un film sur la frontière, la fin de la frontière, la fin de l'Ouest primitif, l'avancée du capitalisme, le sujet c'est le temps. Et en fait, c'est un film qui nous parle de la façon dont la modernité, et en l'occurrence le chemin de fer, a transformé le rapport au temps des hommes. Et c'est vraiment un film là-dessus, c'est cette dimension du temps, d'un temps qui a disparu, un temps qui ne viendra plus. Il n'y a pas de nostalgie chez lui, il y a vraiment cette idée que quelque chose est en train de finir. Alors on a qualifié les films de Sergio Leone de post-moderne. C'est le philosophe Jean Baudrillard qui avait employé ce terme-là. Alors la postmodernité, ça se définit notamment par l'idée que c'est quelque chose qui désigne un objet, une œuvre d'art, alors qu'il n'y a plus de grand récit à raconter. Et finalement, c'est ça, le grand récit du western, on ne peut plus le raconter, il est mort, Hollywood l'a fait, puis le genre est mort à Hollywood, il s'en fait encore aux États-Unis, mais ils ne sont pas très bons, ou alors on fait des films sur la décadence du western, comme La Horde sauvage, par exemple, qui est passé hier soir, mais le western est quelque chose qui a disparu comme grand récit. Et là, Leone, de façon absolument géniale, va nous raconter la mort d'un grand récit en écrivant un grand récit qui est un grand récit de la fin, un grand récit de la mort. Et en fait, la mort,
qui hante tout le film, c'est une mélancolie au sens propre du terme qui définit le film. La mort, c'est vraiment l'avancée de la modernité. D'ailleurs, vous verrez le patron du chemin de fer, qui est joué par Gabriele Ferzetti, s'appelle Morton, Morte, il y a mort dans son nom. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et donc, voilà, le film, je ne vais pas vous en dire plus, c'est une œuvre expérimentale qui doit beaucoup à l'opéra. Vous verrez le travail d'Ennio Morricone sur le son, c'est la musique, mais pas seulement la musique, c'est aussi le bruit, le son que font les objets. Léon faisait tourner les comédiens au son de la musique. C'est-à-dire que la musique avait été écrite avant le tournage, il faisait jouer la musique sur le tournage de façon à ce que les comédiens trouvent le bon rythme. Sur les comédiens, je ne vais pas être long, mais il y a Charles Bronson, qui a un rôle qui est extrêmement, qui a le rôle principal, un des rôles principaux du film, qui en fait, à l'époque, était plutôt spécialisé dans les rôles de second plan, des rôles de méchants, etc. Et tout le monde s'est étonné du choix de Léon et pour Bronson, d'autant plus que les acteurs américains se battaient pour avoir le rôle. À l'époque, Léon était vraiment... C'était vraiment le chouchou, enfin, c'était le cinéaste qui montait, qui devait réaliser des succès, relancer le cinéma épique. Et en fait, voilà, Warren Beatty, par exemple, aurait voulu jouer le rôle d'harmonica, et aussi Rock Hudson. Alors, vous voyez Rock Hudson dans le rôle d'harmonica, ça aurait sans doute donné un autre film, mais Léon avait génialement dit « je veux Bronson », et on comprend bien en voyant le film à quel point Bronson incarne exemplairement l'idée d'un personnage, en gros, qui est un dinosaure, en fait, qui vient de l'ère secondaire. C'est vraiment un film sur la disparition des dinosaures. Le film va sortir donc en 69. C'est pas un énorme succès en Italie. C'est un bide aux États-Unis. Alors les Américains, à la fois public et critique. Les critiques américains trouvent le film ennuyeux, ils comprennent rien. En revanche, en France, c'est un énorme succès. Mais vraiment, c'est un succès. Le film reste à l'affiche pendant des années. Un jour, Léon raconte qu'il vient présenter le film dans une salle du quartier latin, qu'il le passe depuis des années, et le projectionniste l'engueule parce qu'il lui dit « à cause de vous, je vois le même film tous les soirs ». Bon, en même temps, c'est flatteur. Et le film, pendant des années, je ne sais plus où ça en est maintenant, je pense que ça a dû être rattrapé par d'autres films, et c'est la seconde meilleure recette du cinéma en France après La Grande Vadrouille. Après La Grande Vadrouille, il y a c'est pas exactement le même registre. Mais voilà. Une dernière chose, parce que pour vous dire à quel point la dimension poétique et mélancolique du film est très forte, le film est tourné en Espagne pour les scènes d'extérieur, en Italie pour les scènes d'intérieur, en studio, et il y a quelques scènes tournées à Monument Valley. Je vous avais vu dans la bande-annonce, la carriole avec le Lia Cardinal. Monument Valley, donc, est l'endroit en Arizona, enfin entre l'Arizona et l'Utah, où John Ford filmait ses westerns. Donc, vraiment, Léon a voulu tourner des plans à Monument Valley, mais surtout, il a rempli des caisses de poussière de Monument Valley pour les ramener dans les studios romains. Ce qui fait que de temps en temps, quand vous voyez un personnage franchir une porte dans un intérieur, et vous voyez un nuage de poussière, c'est de la poussière qui vient de Monument Valley. Et c'est très très beau parce que comme c'est un film sur le passé, sur un passé d'ailleurs, dont on ne sait pas s'il a vraiment existé ou s'il n'est pas rêvé en fait, eh bien ce sont des nappes comme ça de passé qui envahissent l'image, et ça je crois que c'est vraiment le signe d'un grand poète de l'histoire du cinéma. Bonne projection, merci.